appelle parfois encore la culture geek, par référence à cet archétype social aux États-Unis qui se distingue par des pratiques et des références culturelles qui puisent toutes dans ce qu'on appelle les cultures de l'imaginaire au sens large, des cultures populaires au sens large, et qui, on va dire, dans cet ensemble-là, on va trouver la science-fiction, l'heroic fantasy, les comic books, le jeu vidéo, mais aussi les mangas ou des séries télé. Alors, le geek, c'est un personnage qui a fortement évolué, c'est un archétype plutôt qu'un personnage qui a fortement évolué depuis une dizaine d'années, qui était très raillé, on va dire, il y a quelques années, parce qu'il était considéré comme une espèce d'individu asocial, qui vivait dans son monde imaginaire, fan de jeux vidéo, etc. Dans ce sens-là, les Américains, d'ailleurs, ils parlent plutôt de nerd, plutôt de geek. Or, aujourd'hui, c'est quoi les geeks? Aujourd'hui, les geeks, ils travaillent chez Google. Les geeks, c'est Mark Zuckerberg qui font Facebook. Donc, ce sont des gens qui sont au mieux bien intégrés, au pire, on va dire, bien intégrés dans la société, au mieux milliardaires ou millionnaires. Donc, on va dire que le geek, aujourd'hui, c'est devenu un personnage qui est plutôt même enviable. Et en changeant de statut social, le geek, du coup, fait que la culture qu'il véhicule est devenue non pas une sous-culture, n'est pas restée sous-culture, mais est devenue plutôt une culture majoritaire. Et une culture de référence. Alors, il y a une série qui est intéressante sur le sujet, que vous connaissez peut-être, c'est la série télé Big Bang Theory, où voilà, on a le geek dans toute sa splendeur, l'intello à lunettes, qui joue aux jeux vidéo, qui est fan de mathématiques et d'informatique, de jeux vidéo, de comic book évidemment, de super-héros, etc. Mais c'est un modèle qui aujourd'hui devient séduisant, puisque dans la série, ce fameux intello, il finit de toute façon par séduire sa blonde et sexy voisine de palier. Donc cet archétype devient un archétype intégré et en même temps enviable et séduisant. Et du coup, il en va un petit peu de même de toute cette culture qu'il y a derrière. Alors la série, elle est très intéressante parce que la culture geek, elle est vraiment au centre de la série. C'est aussi évidemment une des clés des rebondissements comiques de la série, puisque la fille qui est un des personnages principaux adhère pas du tout à cette culture-là, et donc on a toujours des incompréhensions, des situations qui font que provoquent le rire. Toute la culture super-héros aussi est au centre de la série, ne serait-ce que parce qu'on a dans la série un lieu qui est important, c'est le comic shop, la boutique qui vend la bande dessinée, et un des personnages de la série qui arbore des t-shirts qui font systématiquement référence au monde des super-héros aussi. Alors, c'est pas tout, parce que dans la série, on a d'autres éléments de la culture populaire ou de la culture geek qui sont référencés et qui sont mis en avant. La culture geek, c'est aussi Star Wars, c'est aussi Star Trek, c'est aussi plein d'autres éléments. Et si on prend Star Wars ou Star Trek, par exemple, c'est pas que les films, c'est pas que pour Star Trek, par exemple, les séries télé, c'est pas que les bandes dessinées. C'est beaucoup de choses, c'est aussi des jeux vidéo, c'est aussi de la musique, c'est aussi de la bande dessinée, bien sûr, c'est aussi des romans, c'est aussi des objets, que ce soit des jouets vintage, des statuettes, ça j'en parlais tout à l'heure, des romans aussi, les maquettes, Lego, etc. Et ce sont même des citations, des gestes qui reviennent fréquemment dans la série. Et c'est la même chose pour les super-héros. Ce qui est intéressant, c'est que le super-héros aujourd'hui, c'est ce que je disais au tout début, le super-héros, il y a longtemps qu'il a franchi, pas seulement les frontières de la bande dessinée, mais les frontières tout simplement des supports de la culture populaire. Le super-héros, ils sont nés peut-être dans les comics à bon marché, mais il y a pas mal de temps qu'on les trouve dans des romans tout à fait sérieux. Les aventures extraordinaires de Cameron et Clé a quand même remporté le prix Pulitzer aux États-Unis, c'est pas rien.
American Gods de Neil Gaiman a remporté de très nombreux prix également aux États-Unis, en particulier le prix Hugo, qui est un prix assez prestigieux. Ça, ce sont des auteurs américains. En Europe aussi, ça intéresse les romanciers. Marco Mangassola, La vie sexuelle des super-héros, a été publié il y a 3-4 ans, je crois maintenant. Donc, ce sont quelques exemples. D'ailleurs, je recommande vivement la lecture des aventures extraordinaires de Karen Duquet, c'est absolument passionnant. Michael Chabon, en fait, reprend l'histoire de la naissance de Superman en faisant un parallèle très très intéressant entre on a les États-Unis des années 30, donc de la crise, on a la montée en puissance du nazisme en Europe, et on a les premiers auteurs de bandes dessinées de super-héros qui arrivent, qui sont tous juifs, et qui essayent de faire passer des messages à travers la création de leurs personnages. Cette origine-là, Siegel et Shuster qui ont créé Superman étaient juifs tous les deux, ils étaient fils d'immigrés, donc les premiers super-héros s'inscrivent dans un contexte culturel très particulier. Ça contribue aussi à renforcer, on va dire, l'origine du mythe super-héroïque. Ça, j'en parlerai un petit peu plus davantage cet après-midi. Le super-héros devient aussi, on va dire, l'objet de création artistique en art moderne. Il y a eu des expositions. Ici, l'artiste français Gilles Barbier, L'Hospice en 2002. C'est ce qu'on appelle en art moderne des installations. J'ai eu l'occasion de voir ça à l'époque à Paris, ça a été exposé, mais c'est une exposition qui a circulé un petit peu partout. Ici, Harry Rosa, un autre artiste français, un artiste turc contemporain qui fait de la photographie, super musim. Donc, vous allez comprendre, vous voyez très bien qu'on est aussi, bien sûr, dans le politiquement incorrect, on va dire, mais c'est aussi le propre d'une œuvre d'art, hein, de donner à réfléchir, voire de choquer. Une œuvre qui a été exposée à Singapour, No One Can Save Us Now, voilà, un Superman à motif omni. Donc il vise à déconstruire le mythe de Superman. Une œuvre un petit peu plus ancienne, Thunder Mummy. Et bon, bien sûr, le premier, Andy Warhol, c'était le premier à s'intéresser bien sûr aux super-héros et à les reprendre là, avec cette œuvre-là, Superman, qu'il avait réalisée en 1961. Il me semble que c'était des sérigraphies pour servir de décor à des grands magasins aux États-Unis. Vous avez un artiste contemporain australien qui est intéressant, qui s'appelle Adrian Tranquilli, qui lui travaille uniquement sur le super-héros, sous différentes formes, essentiellement la sculpture, et il essaye de mettre ce sont des sculptures grandeur nature. Il vise à explorer l'universalité du mythe de super-héros à travers ses œuvres. Alors là, évidemment, vous décrivez le Superman avec la plaie au côté. Bon, la référence, bien sûr, à la religion est évidente. Elle est évidente ici, elle est aussi d'ailleurs dans beaucoup de récits de Superman, y compris le cinéma. Ça, je reviendrai beaucoup là-dessus cet après-midi. Voilà, donc le super-héros,